Imaginez un monstre de technologie à 200 000 euros, crachant 300 chevaux, totalement paralysé, embourbé jusqu'au ventre dans une glaise impitoyable, entraînant 60 tonnes de récolte vers les abysses. Les ordinateurs paniquent, les alarmes hurlent. L'électronique a capitulé face à la nature. Mais alors que tout semble désespérément perdu, un bruit d'outre-tombe déchire soudain la brume. Ce qui sort de l'ombre d'une vieille grange pour affronter ce cauchemar va vous donner des frissons. Restez jusqu'à la fin, car ce miracle mécanique prouve une chose, le vieux fer ne meurt absolument jamais. Avant de découvrir comment cet ancêtre d'acier va accomplir l'impossible, prenez juste une seconde pour soutenir la chaîne. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de faire vivre la mémoire et les récits de nos campagnes. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir jusqu'où résonne notre passion commune. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quelle région vous regardez cette vidéo. J'ai hâte de vous lire. Allez, retournons affronter la boue de la cuve. L'aube a du mal à percer ce matin-là. Une brume épaisse, lourde, presque palpable, s'accroche aux plaines nues de notre campagne française. L'air est d'un froid mordant, ce froid humide qui vous traverse les os et vous rappelle que l'hiver n'attend plus que son heure. Si vous avez déjà marché dans un champ au mois de novembre, vous connaissez cette odeur. Celle de la terre gorgée d'eau, des feuilles qui se décomposent, l'odeur âpre et résignée de l'automne avancé. Mais cette année, cette odeur est aussi celle de l'angoisse. La récolte des betteraves sucrières a pris un retard effrayant. Depuis 3 semaines, le ciel nous tombe sur la tête. Une pluie incessante, têtue, qui a transformé les chemins de terre en véritables fleuves de boue et les parcelles en marécages impraticables. Dans les cours de ferme, les visages sont fermés, marqués par les nuits sans sommeil à scruter les bulletins météo avec l'espoir d'une accalmie qui ne vient jamais. Les tas de betteraves qui devraient déjà s'élever fièrement le long des routes se font douloureusement rares. Sous cette terre argileuse qui colle aux bottes comme du ciment, la récolte menace purement et simplement de pourrir. Le gel n'est plus qu'à quelques jours, tapis dans l'ombre. L'horloge tourne, implacable. Chaque heure qui passe est une angoisse silencieuse, une saison de sueur et de labeur qui risque de s'effacer dans la gadoue. Pourtant, dans ce combat inégal contre une nature capricieuse, l'homme moderne a forgé ses propres armes. Au milieu de la cour de la ferme, sous le halo blafard d'un projecteur tremblant dans le vent, un monstre de fer et d'électronique attend son heure. C'est l'ultime fierté de l'exploitation. Un tracteur flambant neuf, un colosse profilé crachant plus de 300 chevaux, affichant un prix vertigineux de 200 000 euros. Une somme qui donne le vertige à n'importe quel paysan de l'ancienne génération, mais qui est censé acheter la tranquillité d'esprit, la productivité absolue, la garantie que rien, absolument rien, ne peut vous arrêter. Il est majestueux. Ses pneus gigantesques, bien plus haut qu'un homme, arborent des crampons profonds et agressifs, dessinés par ordinateur pour mordre dans les pires terrains imaginables. Sa carrosserie brille encore, presque indécente face à la saleté du monde qui l'entoure. Quand les rampes de phare à LED s'allument, elles déchirent le brouillard comme des lames de rasoir, transformant l'obscurité poisseuse de l'aube en un jour artificiel et aveuglant. Grimper les 5 marches métalliques pour accéder au poste de conduite, c'est comme changer de dimension. Dès que la lourde porte vitrée se referme dans un claquement sourd et hermétique, le vacarme du vent et de la pluie disparaît instantanément. On pénètre dans un sanctuaire de silence. C'est un véritable vaisseau spatial. L'habitacle sent le plastique neuf et le cuir du siège pneumatique à suspension active. D'une simple pression du doigt sur un bouton cerclé de chrome, le moteur 6 cylindres s'éveille. Pas de fumée noire, pas de tremblement rugueux ni de fracas métallique. Juste un bourdonnement grave, régulier, aseptisé. Autour du volant, la cabine s'illumine de 1000 feux. 3 écrans tactiles haute définition prennent vie dans la pénombre, affichant une infinité de données. Cartographie GPS au centimètre près, taux de patinage en temps réel, gestion automatisée de la transmission. Il y a la climatisation automatique et une insonorisation si parfaite qu'on en oublierait presque la rudesse du monde extérieur. Assis là-haut, dominant la cour, confortablement installé à l'abri du froid et de l'humidité, on se sent tout simplement invincible. On regarde ces cabines truffées de capteurs et d'algorithmes intelligents, et on se dit qu'aucune boue, aucune ornière, aucune météo capricieuse ne saurait dicter sa loi à une telle merveille de l'ingénierie. C'est le triomphe de la technologie sur la Terre. Du moins, c'est ce que l'on croit intimement avant de tourner les roues vers les champs. Celui qui s'apprête à défier la boue ce matin-là s'appelle Laurent. À 40 ans, il a repris l'exploitation familiale avec une vision bien précise, celle de son siècle. Pour lui, l'agriculture moderne est devenue une science exacte, une équation complexe qu'il faut résoudre à coups de données, de rendement millimétré et d'optimisation informatique. Laurent ne se considère plus seulement comme un paysan, mais comme un véritable chef d'entreprise pressé par les impératifs de rentabilité.
Les traites à payer pour ce fameux tracteur à 200 000 € sont lourdes et elles n'attendent pas que la pluie cesse. Dans la poche de sa veste technique imperméable, son smartphone ne cesse de vibrer, le reliant en permanence aux coûts mondiaux, aux alertes météo et aux recommandations de ses fournisseurs. Il a grandi avec les ordinateurs, il a une foi inébranlable en eux. Pour Laurent, si l'intelligence artificielle de la machine calcule que l'adhérence est suffisante, alors on peut y aller. Il fait une confiance absolue au microprocesseur caché sous le capot rutilant de son nouveau monstre. Mais à quelques dizaines de mètres de là, de l'autre côté de la cour balayée par des bourrasques froides, une autre silhouette observe la scène depuis l'encadrement sombre de l'ancien atelier mécanique. C'est Marcel, son père. Officiellement à la retraite depuis plus de 5 ans, le vieil homme n'a jamais vraiment pu s'éloigner de la ferme. Comment le pourrait-il? Sa vie entière, son âme même, sont gravées dans chaque pierre de ce bâtiment centenaire, dans chaque arpent de cette terre lourde qu'il a retourné tant de fois. Marcel, c'est l'ancienne école, celle de la sueur et du bon sens paysan. Ses mains, épaisses, noueuses et burinées comme de la vieille écorce de chêne, portent les innombrables cicatrices de 40 hivers passés à réparer des cardans glacés ou à purger des injecteurs récalcitrants. Il porte toujours sa sempiternelle cotte de travail bleu, délavée, tachée d'une graisse sombre qui semble désormais faire partie intégrante de lui-même. Entre le père et le fils, il y a un amour filial profond, un respect mutuel indéniable, mais aussi une tension silencieuse, presque palpable dans l'air brumé. C'est le choc inévitable de deux époques, de deux mondes qui se côtoient mais peinent parfois à se comprendre. Laurent regarde ses écrans de contrôle pour décider du programme de la journée. Marcel, lui, regarde le vol des oiseaux et la couleur d'un horizon bouché. Laurent analyse le taux d'humidité de la parcelle sur une application numérique. Marcel préfère descendre de sa vieille voiture, ramasser une poignée de cette terre glaise redoutable, la malaxer lentement entre ses doigts calleux, la renifler. Lui seul sait instantanément si le champ va accepter de porter le poids des machines ou s'il va, sans pitié, engloutir la ferraille. Pour le vieil homme, la terre ne se mettra jamais en équation, ni en statistique. Elle possède son propre caractère, ses humeurs trompeuses, et par-dessus tout, elle exige une humilité totale. Marcel n'a jamais caché son scepticisme face à cette débauche de technologie qu'il juge souvent trop fragile, trop déconnectée du réel. À ses yeux, toute cette électronique sophistiquée ne fera jamais le poids quand les éléments décideront de se fâcher pour de bon. Il a l'habitude de murmurer, le regard plissé, qu'un ordinateur ne sait pas transpirer, qu'il ne sent pas l'odeur de la mécanique qui souffre à la tâche. Ce matin-là, alors qu'il voit son fils engager la première vitesse du géant de fer pour affronter la tempête, Marcel tire une longue bouffée de sa pipe, secoue lentement la tête et retourne vers l'établi du fond de son atelier poussiéreux. Il sait parfaitement vers quelle parcelle Laurent se dirige. Et il sait, au plus profond de ses tripes, que la machine à 200 000 € s'apprête à croiser le chemin de son pire cauchemar. Sur l'exploitation, il y a une parcelle dont on prononce le nom presque à voix basse les années de forte pluie. On l'appelle la cuve. Ce n'est pas un nom donné au hasard. C'est un dénivelé naturel, une cuvette sournoise située tout au bout des terres, là où l'eau de ruissellement vient inexorablement s'accumuler, emportant avec elle les espoirs de rendement facile. Le sol n'y a rien à voir avec la bonne terre limoneuse et docile du plateau. À la cuve, c'est de l'argile pure. Une glaise lourde, collante, que les anciens appellent la terre amoureuse, parce qu'elle s'agrippe au fer et ne lâche jamais ce qu'elle attrape. Quand il pleut autant et pendant si longtemps, cette terre se gorde d'eau jusqu'à saturation absolue, se transformant en un piège redoutable, un véritable fond de marécage habilement dissimulé sous une fine couche de boue luisante et trompeuse. C'est précisément là, au cœur de cette zone maudite, qu'attend l'objectif crucial de la matinée. Une immense benne à 3 essieux, chargée à ras-bord de dizaines de tonnes de betteraves récoltées la veille, a été laissée en attente avant que la tempête ne reprenne de plus belle. Ses pneus larges commencent déjà à s'enfoncer doucement, insidieusement, sous le poids titanesque du chargement. L'extraire de ce trou est une nécessité vitale pour la trésorerie de la ferme. Chaque heure d'immobilité l'ancre un peu plus profondément dans les entrailles de la cuve. C'est une mission à haut risque, un bras de fer mécanique contre la gravité et la succion effrayante de la boue. Alors que Laurent vérifie une dernière fois la pression de ses pneumatiques depuis le confort de sa cabine, la silhouette trapue de Marcel s'approche de la roue avant. Le vieil homme lève les yeux vers son fils, le visage grave, barré de rides creusées par l'inquiétude et l'expérience. Il lui rappelle l'automne 82, une année tout aussi pourrie, tout aussi cruelle. Il lui raconte comment, au millimètre près au même endroit, le gros tracteur de l'époque avait été avalé jusqu'au pont arrière en l'espace de quelques misérables secondes. Il se souvient du bruit sinistre des trompettes d'essieux raclant la boue et des heures d'efforts désespérés, sous une pluie glaciale, pour arracher la ferraille à l'emprise implacable de la terre. Fais attention, gamin,
murmure Marcel, la voix presque couverte par le ronronnement du moteur. Cette glaise-là, elle n'a pas de mémoire pour tes ordinateurs, mais elle se souvient très bien du poids. Elle va te happer. Laurent sourit, d'un sourire indulgent, presque affectueux, mais empli d'une certitude absolue. Il tapote fièrement le tableau de bord numérique de son monstre à 200 000 euros. Pour lui, les histoires de 82 appartiennent à l'histoire ancienne, à un monde révolu. Il explique, avec une patience teintée d'une pointe de supériorité, que la machine qu'il pilote n'a plus rien à voir avec la mécanique du passé. Il évoque les 300 chevaux enragés sous le capot, le système de télégonflage automatisé, les capteurs radars qui calculent le patinage à la milliseconde près pour répartir la puissance sur chaque roue de manière indépendante. L'intelligence artificielle gère la traction, corrige les erreurs humaines, anticipe le terrain. Il ferme la vitre avec un léger hochement de tête confiant. Ne t'en fais pas, avec ça, on passe partout. La technologie a évolué, la Terre n'a qu'à bien se tenir. Il enclenche la transmission à variation continue. Le colosse ébranle doucement, quittant la cour bitumée pour s'engager sur le chemin de terre qui descend vers la cuve. Derrière lui, Marcel reste immobile, les mains enfoncées dans les poches de sa vieille cotte bleue, le regard fixé sur les larges traces laissées par les pneus neufs. Il ne dit plus rien. Il sait que certains apprentissages ne peuvent pas se transmettre par la parole. Parfois, la seule école qui compte, c'est celle de l'humilité que la nature vous impose, de gré ou de force. Le chemin de terre qui descend vers la cuve est déjà une épreuve en soi. Une longue cicatrice de boue liquide, creusée d'ornières béantes que la pluie de la nuit a fini par lisser. Mais à l'intérieur de la cabine, Laurent ne ressent rien de cette violence extérieure. Le tracteur glisse, ou plutôt flotte, porté par ses énormes pneumatiques à très basse pression et son pont avant suspendu qui avale chaque imperfection du terrain. Le bruit sourd, visqueux, des crampons qui écrasent la glaise détrompée est soigneusement étouffé par le double vitrage et l'insonorisation parfaite. C'est presque irréel. On a la sensation d'avancer sur un tapis roulant, confortablement calé dans une armure de verre et d'acier climatisé. À chaque mètre parcouru, les processeurs de bord travaillent à une vitesse vertigineuse. Sur les écrans tactiles qui éclairent le visage de Laurent d'une lueur bleutée et futuriste, des dizaines de graphiques s'animent. La transmission à variation continue ajuste le régime moteur à la milliseconde près, compensant la moindre perte d'adhérence avant même que les sens humains ne puissent l'apercevoir. C'est l'orgueil absolu de la technologie moderne, l'arrogance d'une époque qui pense avoir tout dompté. Une illusion de contrôle total, la promesse mathématique qu'aucune force de la nature ne saurait résister à un couple moteur aussi parfaitement maîtrisé par les algorithmes. Laurent caresse le joystick ergonomique du bout des doigts, parfaitement détendu. Il se sent invulnérable, le maître incontesté de son domaine. Au bout du champ, noyé dans la brume froide, la masse sombre de la remorque à 3 essieux se dessine enfin. Elle est tout simplement monstrueuse. Chargée bien au-delà du raisonnable pour tenter de sauver ce qui peut l'être, elle déborde d'un monticule de betteraves couvertes de terre, écrasant le sol de ses dizaines de tonnes. Ses larges pneus sont déjà à moitié engloutis par la glaise de la cuve, comme si la terre avait silencieusement commencé à digérer sa proie pendant la nuit. Laurent manœuvre avec une dextérité clinique, chirurgicale. Grâce aux multiples caméras de recul haute définition, il ne prend même pas la peine de se retourner sur son siège. Un léger coup de poignet sur les commandes, un puissant sifflement des distributeurs hydrauliques, et le lourd piton d'attelage vient s'enclencher avec un bruit métallique sourd, massif, définitif. Le monstre de fer est arrimé à son fardeau. C'est le moment de vérité. Laurent effleure à peine l'accélérateur. L'ordinateur de bord prend instantanément le relais, analysant l'effort dantesque nécessaire pour arracher cette masse inerte à l'étreinte du sol. Le gros moteur 6 cylindres laisse échapper un rugissement profond, caverneux, d'une régularité implacable. Aucune secousse, aucune hésitation. L'électronique répartit magistralement la furie des 300 chevaux sur les 4 roues motrices. Les crampons gigantesques morts dans la boue molle cherchent frénétiquement la roche sous la couche liquide et, contre toute attente, semblent la trouver. Dans un gémissement sourd du châssis, la lourde remorque frémit. Puis, lentement, triomphalement, le convoi titanesque s'ébranle. Plus de 60 tonnes d'acier et de récolte se mettent en mouvement au milieu d'un marécage, tiré par la seule force d'une ingénierie de pointe. Sur le terminal, les jauges de traction sont au vert. Le tracteur avance avec une assurance insolente, fendant l'océan de boue avec la prestance d'un brise-glace. Derrière le volant, Laurent esquisse un sourire victorieux. La technologie vient, semble-t-il, d'accomplir son miracle. Le triomphe est cependant de très courte durée. À peine le convoi a-t-il franchi une vingtaine de mètres que le terrain change brutalement d'aspect. Sous la fine croûte de terre luisante, à l'endroit exact où le vallon se creuse imperceptiblement, se cache une mouillère.
Une veine d'argile bleue, sournoise, saturée d'eau jusqu'au tréfonds, véritable sable mouvant végétal que l'œil humain ne peut deviner. Le pneu avant gauche s'y engage en premier. Instantanément, la résistance au roulement se multiplie par 10. Le tracteur vacille, comme un navire percutant un récif immergé. Et c'est à cet instant précis, en une fraction de seconde fatidique, que la prodigieuse intelligence artificielle de la machine vacille à son tour. Les capteurs de rotation détectent une perte brutale d'adhérence. L'ordinateur de bord, programmé pour préserver la mécanique et éviter le patinage, réagit selon une logique binaire, froide et implacable. Il coupe l'injection. La puissance s'effondre soudainement. Or, dans la boue lourde, perdre son élan, ne serait-ce qu'une demi-seconde, est une sentence de mort absolue. Le colossal convoi s'arrête net, stoppé brutalement par la masse terrifiante de la remorque qui tire inexorablement vers l'arrière. Laurent, surpris par cette coupure inattendue, écrase d'instinct la pédale d'accélérateur pour forcer le passage. L'électronique, affolée par des informations contradictoires, tente de corriger son erreur initiale. Elle libère d'un coup toute la fureur des 300 chevaux. C'est l'erreur fatale. La surcompensation mécanique transforme la traction en une attaque destructrice. Les pneus titanesques, conçus pour mordre avec une précision clinique, se transforment soudain en de gigantesques fraises rotatives. Ils se mettent à tourner frénétiquement dans le vide. Au lieu de trouver l'adhérence espérée, les immenses crampons lissent la glaise humide, la fouettent et la pétrissent jusqu'à la transformer en un savon liquide, noir et particulièrement glissant. C'est un spectacle d'une violence mécanique saisissante. Des gerbes de boue visqueuse sont projetées à plusieurs mètres de hauteur, repeignant les vitres panoramiques de la cabine en quelques battements de cils. Le rugissement assourdissant du moteur 6 cylindres qui hurle à plein régime résonne dans tout le vallon, mais il sonne désormais terriblement faux. C'est le cri d'une bête blessée qui se débat inutilement dans son piège. Malgré toute l'énergie frénétique déployée, le tracteur n'avance plus d'un seul centimètre. Pire encore, il creuse allègrement sa propre tombe. La gravité, vieil allié de la terre amoureuse, reprend brutalement ses droits. Sous le poids combiné du mastodonte d'acier et de la force d'attraction écrasante de la remorque, le sol se dérobe complètement. En moins de 10 secondes d'une agonie mécanique assourdissante, l'orgueil de la technologie s'enfonce inexorablement. Les immenses roues disparaissent dans la fange épaisse. La garde au sol, pourtant impressionnante, s'annule brusquement dans un claquement mat et terriblement humide. Le pont avant, l'énorme réservoir de carburant, puis le ventre entier du tracteur à 200 000 € viennent se poser lourdement sur la boue glacée de la cuve. Dans l'habitacle, le tableau de bord futuriste se transforme en un sapin de Noël angoissant. Les alarmes stridentes retentissent de toutes parts, affichant des messages d'erreur en rouge vif. Le système de traction capitule, les processeurs avouant leur impuissance totale face à cette masse inerte qui ne parviennent plus à gérer. Le géant de fer est littéralement posé sur le ventre, ses organes vitaux écrasés contre l'argile froide. Les 4 roues continuent un instant de tourner désespérément dans un vide de matière molle, sans la moindre prise salvatrice. Puis le silence glacial de l'échec finit par retomber lourdement sur le champ brumé. Le monstre invincible est désormais paralysé, pitoyablement vaincu par la force la plus primitive de notre monde. Le cœur battant à tout rompre, Laurent refuse de s'avouer vaincu. Dans le huis clos de la cabine ultramoderne, l'atmosphère est soudain devenue suffocante, chargée d'une tension électrique. Ses mains volent d'un écran à l'autre avec une frénésie désespérée. Puisque l'intelligence artificielle a capitulé, il va reprendre le contrôle manuel absolu de la bête. D'une pression sèche et décidée sur la console de commande, il verrouille brutalement les différentiels mécaniques avant et arrière, forçant chaque roue à tourner à la même vitesse, sans exception. Ensuite, il navigue fiévreusement dans les sous-menus complexes du terminal pour activer le système de télégonflage. Sur l'écran haute définition, les jauges numériques s'animent. Il ordonne de vider l'air des énormes pneumatiques, faisant chuter la pression à moins de 800 grammes. L'objectif est simple. Déformer les flancs de la gomme, créer une empreinte au sol gigantesque pour tenter de flotter sur ce bourbier infâme comme le ferait une chenille. La machine est vendue pour ça. C'est la promesse des ingénieurs, l'argument massu du concessionnaire. Il engage doucement la marche arrière, espérant simplement donner un léger mouvement de balancier pour briser le vide d'air qui maintient le châssis prisonnier. Il effleure la pédale. Le lourd moteur 6 cylindres gronde à nouveau, la transmission gémit sous des contraintes titanesques. Les pneus, désormais affaissés et élargis au maximum, frottent furieusement contre les parois lisses des profondes ornières. Mais c'est peine perdue. La boue de la cuve ne lâche jamais sa proie. Elle agit comme une ventouse géante, un étau visqueux d'une force effroyable. Derrière le tracteur, la remorque monstrueuse et ses dizaines de tonnes de betteraves jouent le rôle d'un boulet insoutenable.
Avec son chargement démesuré, elle s'est enfoncée encore plus profondément à la suite du premier arrêt, tirant inexorablement l'arrière de la machine vers les abysses du champ. Au lieu d'avancer ou de reculer, le colosse ne fait que tanguer lourdement, impuissant. À chaque tour de roue, il polit la boue, creusant son propre cercueil d'argile de quelques centimètres supplémentaires. Le châssis est maintenant littéralement posé, soudé au sol gelé. Sur le tableau de bord, c'est la panique numérique la plus totale. Les voyants d'alerte écarlate clignotent de toutes parts, accompagnés d'une symphonie de bips stridents qui vrille les nerfs du jeune agriculteur. Les messages rouges s'empilent sur l'écran tactile. Surchauffe critique de la boîte de vitesse, taux de patinage à 100%, surcharge hydraulique imminente. L'ordinateur de bord supplie presque son pilote de cesser le massacre mécanique. C'est la démonstration la plus cruelle et la plus cinglante de l'impuissance des ordinateurs. Face à la réalité brutale du monde naturel, face à 60 tonnes d'acier de récolte figées dans la gangue impitoyable de la Terre amoureuse, toutes les lignes de code algorithmique et tous les capteurs du monde ne valent strictement rien. La fortune dépensée dans cette merveille de technologie vient de se fracasser avec fracas contre les lois immuables de la gravité, de la friction et de la masse. Laurent lâche violemment le volant. Il a les paumes moites, le souffle court, le front perlé de sueur malgré la climatisation qui souffle un air frais. Il abaisse le régime moteur au ralenti. Le silence qui envahit la cabine est lourd, poisseux, chargé du poids écrasant de la défaite. Il regarde par les larges vitres panoramiques maculées de projections de boue brune. Le paysage n'est plus qu'un champ de bataille dévasté. Et soudain, comme pour achever le moral du jeune homme, un bruit sourd et régulier vient tapoter le toit de la cabine. Des gouttes épaisses et glacées s'écrasent sur le pare-brise. La pluie s'est remise à tomber. Une pluie dense, têtue, qui brouille la vue et transforme le champ en un océan liquide. La terre appelle des renforts. L'angoisse serre la gorge de Laurent. Le piège s'est refermé. Il faut parfois savoir ravaler sa fierté. Pour un paysan viscéralement attaché à son indépendance, c'est sans doute l'une des épreuves les plus amères qui soit. Dans la pénombre de sa cabine, seul face à la tempête qui redouble d'intensité, Laurent fixe l'écran illuminé de son téléphone portable. Appeler à l'aide, c'est admettre publiquement la défaite. C'est confesser que la machine à 200 000 euros, censée le rendre maître des éléments, a échoué lamentablement. Mais il n'a plus le choix. Les enjeux sont trop grands et la pluie, désormais drue et cinglante, scelle peu à peu le destin de la récolte. D'un doigt lourd, il compose le numéro d'un voisin, un ami de confiance qui exploite les vastes terres adjacentes. La voix au bout du fil ne pose pas de questions inutiles. Entre hommes de la terre, on comprend instantanément la gravité d'un appel lors d'une journée pareille. À peine un quart d'heure plus tard, deux puissants faisceaux lumineux déchirent le rideau d'eau opaque. Un second monstre de fer, un tracteur rutilant de toute dernière génération, presque le jumeau de celui qui est embourbé, s'approche prudemment des abords de la cuve. À eux deux, ces géants de technologie représentent plus de 600 chevaux de puissance brute et près d'un demi-million d'euros d'investissement étalés dans la boue. L'espoir renaît, fragile, teinté d'une urgence fiévreuse. Les deux hommes descendent dans la gadoue glaciale, la pluie fouettant leur visage contracté par l'effort. Depuis le coffre, ils sortent une sangle cinétique, une corde de traction épaisse comme le bras, tressée pour emmagasiner l'énergie et encaisser des chocs titanesques. Aller l'ancrer sous le museau du tracteur prisonnier relève du supplice. L'eau brunâtre et glacée leur monte presque jusqu'aux genoux, s'infiltrant dans les bottes, engourdissant les doigts. Une fois la lourde manille d'acier verrouillée, le voisin remonte à l'abri dans son propre sanctuaire climatisé. La stratégie est claire. Il faut jouer sur l'élasticité de la sangle pour donner un coup de fouet salvateur, une impulsion capable de briser l'emprise de la terre. Le tracteur de secours recule lentement pour tendre le câble de nylon, puis bondit en avant avec une brutalité calculée. Son moteur rugit, crachant un panache de fumée grise. La corde s'étire à l'extrême, vibrante de tension, puis se raidit avec un claquement sec, terrifiant, qui résonne jusque dans les poitrines. Mais ce qui se produit alors défie l'entendement de tout mécanicien. Le tracteur de Laurent ne bronche pas d'un seul millimètre. L'effet de succion généré par l'argile liquide sous le ventre plat du châssis et sous les immenses pneus de la remorque surchargée a créé un vide d'air monstrueux. Tirer sur cette masse inerte, c'est comme essayer d'arracher le noyau même de la Terre. Soudain, la physique se retourne contre le sauveur. La force de résistance est telle que le tracteur de renfort, pourtant posé sur une bande de terre prétendument ferme, commence à souffrir. Ces énormes crampons perdent l'adhérence et se mettent à cisailler dangereusement la surface molle. Pire encore, l'effet de rappel de la sangle menace de l'entraîner en arrière, vers le précipice mouvant. L'avant du tracteur de secours dérape violemment en crabe. C'est la panique immédiate.
S'il insiste une fraction de seconde de plus, ce ne sera plus un, mais deux mastodontes hors de prix qu'il faudra extirper de ce marécage diabolique. Un long coup de klaxon lugubre retentit à travers les rafales de vent. C'est le signal d'abandon. Le voisin écrase les freins, relâchant brutalement la tension. La sangle retombe lourdement dans les flaques boueuses. Le silence écrasant reprend ses droits, à peine troublé par le martèlement constant de la pluie sur les toits des cabines. Depuis son poste de conduite inutile, Laurent regarde la scène avec effroi. La fine fleur de l'ingénierie agricole vient de s'avouer définitivement vaincue. La situation semble désormais totalement, désespérément sans issue. Le vrombissement rocailleux et irrégulier d'un vieux moteur diesel vient soudain percer le vacarme lancinant de la pluie. Un antique petit véhicule tout-terrain, dont la peinture d'origine a depuis bien longtemps capitulé sous les assauts du temps, de la roue et des ronces, s'immobilise en haut du chemin défoncé. La portière grince atrocement en s'ouvrant sur la grisaille. Marcel en descend avec une lenteur calculée. Il ne porte pas de ses vestes techniques imperméables et hors de prix, juste sa vieille casquette en tweed détrompé et cette cotte bleue immémoriale qui boit la pluie d'automne avec l'indifférence sereine de ceux qui ont passé leur vie entière dehors. Ses lourdes bottes en caoutchouc s'enfoncent dans la boue molle, mais sa démarche reste incroyablement assurée. Il connaît la texture intime de cette terre, il sait comment la fouler sans s'y faire piéger. Il s'avance lentement, stoïque, jusqu'au bord du cratère informe qu'est devenu la cuve. Le spectacle désolant qui s'offre à lui ressemble à un véritable champ de bataille après la débâcle. Deux colosses de très haute technologie, représentant des centaines de milliers d'euros de ferraille dite intelligente, gisent là, pitoyablement vaincus par un simple mélange d'eau et de glaise millénaire. À travers les vitres embuées des luxueuses cabines, on devine encore la lueur blafarde et ironique des écrans tactiles qui continuent d'afficher leurs graphiques inutiles, clignotant dans le vide. Marcel s'arrête net, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Sur son visage buriné par 40 ans de saison rude, on ne lit absolument aucune moquerie. Il n'y a pas le moindre petit reproche prêt à franchir ses lèvres. Il n'a pas besoin, ni l'envie d'ailleurs, d'écraser son fils sous le poids d'un orgueil de patriarche. Ce qu'il ressent face à ce désastre, c'est une profonde, une très silencieuse réalisation. Au coin de ses yeux fatigués, une constellation de rides se creuse un peu plus. C'est l'esquisse discrète d'un sourire. Le sourire tendre et indéchiffrable du vétéran qui voit l'arrogance aveugle de l'époque moderne s'incliner humblement devant les lois éternelles de la nature. Laurent, les traits tirés par l'épuisement et à bout de nerfs, finit par entr'ouvrir la lourde portière de verre. Le vacarme humide du vent s'engouffre aussitôt dans le sanctuaire climatisé. Il regarde son père d'en haut, le regard fuyant, cherchant presque des excuses invisibles dans ce naufrage mécanique total. Mais Marcel lève simplement une main calleuse, un geste calme et définitif pour le faire taire. Sa voix, grave et posée, tranche avec le sifflement cinglant du vent. Il lui dit simplement de couper le contact, de cesser immédiatement de creuser sa propre tombe. « Arrête le massacre, gamin !» murmure-t-il avec une sagesse inattendue. « Plus tu vas te débattre et faire mouliner tes ordinateurs, plus elle va t'avaler tout cru. Arrête de patiner. Tu es posé sur le châssis. Il n'y a plus rien à gratter là-dessous. » Il lui ordonne de dételer cette sangle cinétique désormais ridicule et de laisser les moteurs se taire. Sans même attendre une protestation de son fils, Marcel tourne les talons. Sa silhouette rapue s'éloigne dans la brume naissante, marchant du même pas tranquille, souverain, imperturbable. Il remonte dans la cabine spartiate de son vieux véhicule, claque la portière et enclenche la première dans un craquement mécanique. Les phares jaunes balaient l'obscurité qui commence à tomber sur la plaine. Mais il ne redescend pas vers la cour principale, là où s'alignent fièrement les grands hangars métalliques neufs. Non, il emprunte le vieux chemin empierré de derrière, celui que les herbes folles ont presque entièrement effacé, qui mène vers les confins oubliés de la ferme. Il se dirige tout droit vers la plus vieille grange du domaine. Une petite bâtisse reculée au mur de grosses pierres de taille, dont la toiture affaissée semble plier sous le poids des décennies. C'est un lieu oublié de tous, un mausolée d'ombre, d'odeur de vieille graisse et de poussière sacrée. C'est là que dort l'histoire. Et c'est là que Marcel va chercher le seul remède capable d'affronter la boue. Les lourdes portes de bois massif grincent sinistrement sur leurs gonds rouillés, rompant le silence sépulcral qui règne ici depuis des années. L'air à l'intérieur de la vieille grange est immobile, lourd, chargé d'une atmosphère presque mystique. Immédiatement, une odeur singulière, puissante et profondément familière vous prend à la gorge. C'est le parfum âpre de la vieille graisse figée, du gazole macéré, du métal froid et de la poussière accumulée par les décennies. C'est l'odeur brute et authentique de l'histoire paysanne. La faible lumière grisâtre du jour de tempête peine à percer à travers les lucarnes encrassées de toiles d'araignée, mais elle suffit amplement à dévoiler une silhouette massive, trapue,
silencieusement endormi sous une épaisse bâche de toile grise au fond de la bâtisse. Marcel s'approche avec la dévotion silencieuse d'un homme qui retrouve un vieux compagnon de tranchée. D'un geste ample et vigoureux, il saisit le bord de la toile poussiéreuse et tire. Dans un froissement sec qui soulève un nuage de particules, la bâche glisse et révèle enfin la bête. C'est un vieux chenillard, un majestueux Fiat Agri d'une autre époque, un bloc d'acier pur, taillé à la serpe, sans la moindre courbe aérodynamique. Sa peinture ocre d'origine, parsemée d'éclats, de taches d'huile et de cicatrices de rouille, témoigne d'une vie entière de labeur acharné dans les pires conditions. Ici, il n'y a pas l'ombre d'un pneu gigantesque gonflé à l'air ou d'un garde-boue en plastique fragile. Le monstre repose majestueusement sur d'épais chenilles d'acier massif, des patins de fer larges et affreusement lourds, conçus exclusivement pour écraser la terre, mordre la glaise et ne jamais, au grand jamais, reculer devant l'obstacle. Monter à bord de cet ancêtre, c'est changer d'univers, c'est remonter le temps jusqu'à l'essence même du travail de la terre. Le poste de pilotage se résume à l'essentiel absolu d'une rusticité presque brutale. Un siège baquet en tôle à peine rembourré d'un coussin usé, des pédales d'embrayage direct et une véritable forêt de lourds leviers métalliques. Aucun écran tactile ne vient illuminer l'habitacle, aucun microprocesseur ne surveille la température, aucune alerte sonore ne viendra vous dicter votre conduite. C'est de la mécanique pure, franche, totalement sans concession. L'homme, la machine et la force brute, intimement liés par un pacte d'acier. Il n'y a pas de cabine pressurisée pour vous protéger des éléments, juste vous et le vent. Avec des gestes extrêmement lents, méthodiques, profondément ancrés dans la mémoire intime de ses muscles, Marcel prépare minutieusement le réveil. Il ouvre le petit robinet de carburant sous le réservoir, puis actionne manuellement la pompe d'amorçage du circuit de gazole. Le clac-clac métallique résonne sèchement dans la grange silencieuse. Il pousse fermement la manette des gaz à mi-course, agrippe le lourd levier du décompresseur d'une main noueuse, de l'autre, tourne vigoureusement la clé de contact. Le démarreur s'enclenche avec un hurlement électrique strident, luttant avec acharnement contre la compression phénoménale de l'énorme bloc moteur en fonte. Le tracteur tressaille violemment, comme traversé par une décharge. Puis, dans une explosion assourdissante qui fait littéralement trembler les épais murs de pierre, le vieux moteur gisèle tous. Un crachat monumental de fumée noire, dans ses acres jaillit de l'échappement vertical, venant frapper violemment la charpente de la toiture. Le moteur hésite une fraction de seconde, gronde viscéralement depuis ses entrailles, puis trouve son rythme naturel. Un martèlement grave, lent, impérieusement régulier. Un véritable rythme cardiaque d'acier et de feu. Le bruit est absolument assourdissant, bestial, d'une puissance primitive qui vous prend aux tripes. Le chenillard vibre de toute sa masse écrasante, secouant la poussière des poutres millénaires. Il n'a besoin d'aucune intelligence artificielle pour comprendre ce qu'on attend de lui. Le vieux fer s'est réveillé, affamé, prêt à en découdre avec la boue. Le fracas métallique de l'ancêtre qui s'arrache à l'immobilité résonne bien au-delà des murs de la vieille grange. À chaque tour de barbotin, les lourdes tuiles d'acier des chenilles s'entrechoquent dans un cliquetis rocailleux, un bruit de forge en perpétuel mouvement qui déchire brutalement le brouillard humide. Le vieux tracteur s'avance lourdement sur le chemin empierré. Il n'a ni la vitesse foudroyante ni la souplesse de ses descendants. Il avance avec une lourdeur presque hypnotique, une lenteur implacable, semblable à un char d'assaut montant sereinement au front. Le rugissement du vieux moteur crache un panache continu de fumée sombre qui se mélange aux nuages bas de l'automne. L'écho rauque de cette mécanique brute dévale la colline, annonçant son arrivée. C'est le son brut d'une époque où l'on pliait la nature à la seule force des bras et du fer. Assis sur son simple siège de tôle, exposé sans aucune pitié aux bourrasques et à la pluie glaciale qui grésille en touchant le métal brûlant du pot d'échappement, Marcel fait littéralement corps avec sa machine. Il n'y a pas de volant ergonomique entre ses mains. Ses poings sont refermés sur les deux grands leviers de direction verticaux. Pour tourner, il ne prie pas un algorithme. Il tire d'un coup sec, débraye vigoureusement une chenille, bloque le frein de l'autre, et le monstre de plusieurs tonnes pivote violemment sur lui-même en arrachant des plaques de terre. Il dévale la pente raide menant vers la cuve avec la certitude d'un roi regagnant son royaume. La boue liquide, les ornières profondes, le dénivelé glissant, absolument rien n'altère sa trajectoire. La surface de contact monumentale des chenilles répartit magistralement la pression, écrasant méthodiquement l'obstacle. En bas, dans la cuvette maudite, la scène prend soudain une dimension purement cinématographique. Le contraste est d'une intensité saisissante, presque cruelle pour la modernité. D'un côté, le chef-d'œuvre de la technologie contemporaine, un colosse profilé, rutilant sous la pluie, bourré de capteurs, gisant pitoyablement le ventre dans la fange. Une navette spatiale à 200 000 €, misérablement échouée,
clignotant de toutes ses alarmes dans une impuissance totale. Et de l'autre côté, descendant lentement de la colline dans un vacarme assourdissant, l'ancêtre d'acier indomptable. Sa carrosserie est rouillée, cabossée par les décennies de labeur, dépourvue du moindre artifice esthétique. Il est sale, il est atrocement bruyant, d'un inconfort redoutable, mais il avance fièrement. Il dévore le terrain difficile mètre par mètre sans jamais faiblir. Attirés par ce fracas mécanique d'un autre âge, Laurent et son voisin sont sortis précipitamment de leurs habitacles insonorisés. Ils se tiennent debout, raides et immobiles sous la pluie battante, frappés d'une stupeur silencieuse. Ils n'en croient tout simplement pas leurs yeux. Le chenillard atteint enfin la zone la plus critique de la cuve. Là même où les immenses pneus du monstre moderne ont instantanément lissé la glaise avant de s'y engloutir, les lourds patins d'acier de l'ancêtre tranchent la surface boueuse comme de véritables lames. Ils s'enfoncent de quelques centimètres, agrippent violemment la sous-couche du renfoui et s'y ancrent avec une force inouïe. Le vieux tracteur ne glisse pas d'un seul millimètre. Il évolue sur ce véritable savon d'argile avec la même assurance que s'il roulait sur du bitume sec. Marcel manœuvre son mastodonte en douceur, frôlant le précipice debout, et vient s'arrêter avec une précision chirurgicale à l'extrême limite du bourbier, juste devant la machine ensevelie. Le vieux moteur ralentit son rythme, martelant l'air froid de ses lourdes pulsations. La bête est prête. Il n'est plus question de cordes en nylon ou de sangles élastiques. Face à une telle masse prisonnière, seul l'acier massif a droit de citer. Laurent et son voisin, pataugeant dans la fange jusqu'à mi-mollet, traînent péniblement une énorme chaîne de débardage forestier. Les maillons, épais comme des poings fermés, s'entrechoquent avec un son lourd et menaçant. Ils l'amarrent solidement à l'imposant crochet d'attelage du chenillard, puis plongent les bras dans l'eau glaciale pour verrouiller l'autre extrémité sur le châssis du monstre embourbé. Pendant ce temps, depuis son perchoir métallique battu par les vents, Marcel observe, impassible. Il ne regarde pas d'écran, il ne vérifie aucun paramètre numérique. Il écoute simplement la respiration rauque de son moteur et ressent les vibrations de la terre remonter le long de ses bottes. D'un signe de tête bref, il indique que tout est prêt. Laurent remonte précipitamment dans sa cabine futuriste, non pas pour aider, mais simplement pour desserrer les freins et laisser son géant de 200 000 € à la merci du vieux fer. Le silence se fait presque dans la vallée, comme si la pluie elle-même retenait son souffle. Marcel tire fermement la manette des gaz. Le régime du vieux bloc diesel monte d'un cran, puissant, caverneux, prêt à délivrer un couple phénoménal. Pas de gestion électronique, pas de limiteur de couple, juste une transmission mécanique directe et la sensibilité brute d'un pilote chevronné. La main noueuse de Marcel agrippe le long levier de l'embrayage principal. Avec une douceur paradoxale face à la violence de l'effort qui s'annonce, il le pousse millimètre par millimètre. La chaîne d'acier frémit dans la boue, s'élève lentement de la surface liquide, s'étire jusqu'à devenir raide comme une corde de piano et claque avec un bruit sec. Le choc de la tension est brutal. Instantanément, le tracteur à chenilles s'écrase sur ses suspensions rigides. Les immenses patins de fer raclent la couche superficielle, mordent sauvagement la glaise et s'y enfoncent pour trouver la roche-mère. Le vieux moteur accuse le coup. Son régime chute dramatiquement sous la charge titanesque de plus de 60 tonnes d'acier et de betteraves mortes. Il gémit d'une voix profonde, viscérale. Marcel ne relâche rien. Il pousse la manette des gaz à son paroxysme. L'échappement libre crache un geyser noir, une épaisse colonne de fumée de gazole imbrûlé qui vient obscurcir le ciel blafard. Le chenillard hurle à la mort, chaque pignon, chaque engrenage de sa vieille boîte de vitesse hurlant sous une contrainte défiant l'imagination. C'est un bras de fer titanesque entre l'adhérence absolue des chenilles et la succion terrifiante de la boue. Pendant quelques secondes d'une intensité insoutenable, rien ne bouge. La terre refuse de céder sa proie. L'acier hurle, la fumée noircit l'horizon, le temps lui-même semble suspendu à cet effort surhumain. Et soudain, un bruit sourd, une déchirure visqueuse et profonde déchire l'air. L'effet de Ventoux cède enfin. Dans un craquement impressionnant de ferraille, le nez du géant moderne se soulève lentement de sa souille. Sans jamais patiner, sans accélérer subitement, le vieux chenillard avance. Lentement, atrocement lentement, mais avec une force herculéenne et implacable. Mètre après mètre, crachant sa fureur noire, il extirpe de la fosse la machine hors de prix, emmenant dans le même élan désespéré la monstrueuse remorque et son chargement. Rien ne peut arrêter la marche de l'ancêtre. C'est le triomphe absolu de la mécanique pure, une démonstration de force brute, majestueuse et indéniable, écrasant l'arrogance technologique sous le poids de la légende. Le convoi titanesque franchit enfin le dernier talus de glaise pour venir s'immobiliser lourdement sur le chemin empierré, là où la terre redevient solide, dure et prévisible. La tension extrême qui électrisait les rumites s'évapore d'un seul coup, laissant place à un immense soulagement.
Marcel repousse sèchement le lourd levier d'embrayage et tire la manette des gaz vers lui. Le hurlement assourdissant du vieux moteur diesel s'apaise instantanément, redescendant à son rythme de ralenti. Ce battement de cœur lent, grave et profondément métallique résonne maintenant dans la vallée comme un chant de victoire apaisé. Autour d'eux, le silence de la campagne reprend peu à peu ses droits, à peine troublé par le souffle rauque du vent et le crépitement constant de la pluie sur les carrosseries brûlantes. Laurent descend lentement les 5 marches de sa cabine high-tech. Il a les jambes flageolantes, le bout des doigts tremblant, le visage marqué par l'épuisement et par la formidable leçon d'humilité que vient de lui imposer la nature. Il marche à travers les flaques d'eau brune en direction de son père. Il s'arrête à hauteur des immenses chenilles d'acier, encore couvertes des lambeaux de la boue qu'elles viennent de vaincre. Il lève les yeux vers Marcel, toujours assis sur son siège de tôle, la casquette trempée par l'averse, le visage étrangement serein. Il n'y a pas besoin de grands discours. Un simple regard échangé au milieu de la tempête, un très léger signe de tête, et absolument tout est dit. Dans les yeux de Laurent, on peut lire un respect nouveau, immense, presque religieux. Ce n'est plus seulement le respect d'un fils pour son père, mais celui d'une génération biberonnée à l'électronique envers l'héritage indestructible de ses aînés. Il regarde ce vieux tas de ferraille rouillé d'un tout autre œil. Aujourd'hui, il a compris une vérité fondamentale que tous les écrans de contrôle ultramodernes du monde ne pourront jamais afficher. Oui, la technologie actuelle est indispensable. Elle nous permet de nourrir plus de monde, de soulager nos dos usés par le travail, d'optimiser chaque grain que l'on sème. Nous avons besoin de ces cabines climatisées, de ces guidages par satellite, de cette précision millimétrée pour survivre dans l'économie d'aujourd'hui. Mais au fond des choses, l'agriculture restera toujours un combat intime, charnel, parfois terriblement brutal, entre l'homme et la terre. Et quand la terre décide de se mettre en colère, quand elle redevient sauvage et indomptable, les algorithmes ne sont plus d'aucun secours. Dans ces moments de crise absolue, c'est l'âme de la mécanique classique qui nous sauve. Cette fiabilité brute, cette force aveugle et sans fioriture qui ne connaît ni le doute, ni les pannes informatiques complexes. Ces vieilles machines ont été forgées à l'image des hommes qui les pilotaient autrefois, dures au mal, silencieuses dans la douleur, totalement incapables de capituler. Le vieux chenillard ne retournera pas labourer les champs demain matin. Il va simplement reprendre le lent chemin de terre, regagner la pénombre réconfortante de sa grange poussiéreuse et retrouver son sommeil sous sa lourde bâche grise. Il continuera de veiller dans l'ombre, gardien silencieux d'une époque révolue, prêt à rugir de nouveau le jour où les ordinateurs baisseront les bras. Parce que la véritable puissance, celle qui arrache 60 tonnes de fer et d'angoisse à l'étreinte d'un marécage, cette puissance-là ne mourra jamais. Si cette histoire vous a fait vibrer, si vous avez vous aussi un profond respect pour ce vieux fer qui a forgé nos campagnes et pour le bon sens paysan inébranlable de nos anciens, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires au cœur de notre belle terre.